bien, des milliers de fans de heavy metal ont bordé la route à Birmingham, Angleterre, pour faire leurs adieux au légendaire rocker Ozzy Osbourne. Sa femme Sharon et ses enfants ont rendu un hommage émouvant devant une foule immense, route vers des funérailles privées. Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, n'est plus, et le monde n'a jamais ressenti une douleur aussi forte. À 76 ans, il est décédé entouré de sa famille, laissant derrière lui une voix qui a aidé des millions de personnes à transformer leur douleur art. Mais personne ne pleure plus profondément que Sharon Osbourne. Pas seulement sa femme, elle était sa partenaire de combat, l'architecte de sa survie. Comment honore-t-elle un homme que le monde comprenait à peine? Ce n'est pas seulement une histoire de perte, c'est une confrontation avec une légende. Nous allons couvrir la réaction émotionnelle de Sharon et la fondation puissante qu'elle construit à partir de son chagrin. Une histoire d'amour construite sur le feu. De l'extérieur, leur histoire était chaotique. Des disputes accrues, des séjours cures de désintoxication, des scandales, des arrestations. Mais à travers tout cela, Sharon et Ozzy Osbourne ont construit quelque chose que peu pouvaient comprendre, un amour forgé dans la destruction et renforcé par la survie. Lorsque Sharon a pris la direction d'Ozzy 1969, il était brisé. Black Sabbath l'avait renvoyé. Il sombrait dans la dépendance et l'industrie l'avait pratiquement rayé de la carte. Tout le monde disait qu'elle était folle de s'attacher à lui, professionnellement ou romantiquement. Mais Sharon a vu ce que personne d'autre ne voyait, pas seulement un homme, mais une force qui attendait encore de se relever. À 27 ans, Ozzy était plus une épave qu'une rockstar. Mais pour Sharon, il n'était pas une cause perdue. C'était un projet qui valait la peine d'être sauvé. Et il ne s'agissait pas de contrôle, il s'agissait de croyance. Il était le feu, disait-elle, effrayant, magnifique, indompté. Là où le monde voyait la folie, elle voyait le génie. Leur partenariat n'était pas tendre, mais il était indéniable. À bien des égards, Sharon n'a pas seulement relancé sa carrière, elle l'a ressuscitée. Le lancement de son acte solo, Blizzard of Oz, était autant sa création que la sienne. Derrière chaque spectacle, chaque disque, chaque survie, Sharon était là, et pas seulement arrière-plan, elle était l'architecte. Mais même l'amour le plus intense ne peut sauver un individu d'un comportement autodestructeur. 1989, Ozzy a tenté de serrer les mains autour de la gorge de Sharon alors qu'il était ivre et hallucinait. Ce n'était pas une dispute et c'était un point de rupture. Il a été arrêté et accusé de tentative d'homicide. Plus tard, Sharon a décrit son réveil dans une cellule, réalisant « Je suis devenue la méchante de ma propre histoire d'amour. Elle aurait pu partir, personne ne l'aurait blâmée, mais elle ne l'a pas fait. Je ne suis pas restée parce que j'étais faible, a-t-elle dit. Je suis restée parce que je connaissais l'homme à l'intérieur du monstre et je n'étais pas prête à le perdre. De nouveau descendre, cure de désintoxication, thérapie, temps, renaître de ses cendres. Ozzy s'est repris main. Sharon a redoublé d'efforts. Au milieu des années 90, ils ont lancé un empire du métal. Sharon a lancé Ozzfest, une extravagance annuelle synonyme de tremplin pour les plus grands noms du genre métal. Ozzy, autrefois qualifié de passif délavé, était soudainement le parrain d'un genre. Et Sharon, elle n'était pas seulement son manager, mais la reine derrière le trône. Leur amour n'était pas beau, il n'était pas parfait, mais il était réel. Ils ont crié, ils ont ri, ils se sont effondrés, ils se sont remis ensemble encore et encore. Et c'est cette résilience qui a rendu leur histoire différente de la plupart des romances de rockstar. Je ne voulais pas d'un conte de fées, a dit Sharon un jour. Je voulais la vérité, aussi laide soit-elle. Et Ozzy lui a donné la vérité dans sa musique, dans ses excuses. À chaque moment de tremblement, il est revenu du bord du précipice dans ses bras. Au moment où les Osbourne ont fait leur début 2002, les fans ont pu voir une version de leur vie qui était bizarre, chaotique, mais avec un côté vif et doux à tout cela. Les gens se moquaient d'Ozzy alors qu'il trébuchait dans la maison, coupé d'humour par une femme qui guidait, protégeait et traduisait constamment sa folie, quelque chose que le monde pouvait accueillir. Elle n'a jamais été seulement sa femme, elle était sa traductrice, sa boussole, sa raison. Avec les maux de la maladie de Parkinson et des troubles de la colonne vertébrale le privant de sa mobilité dans les années 2010, Sharon l'a effectivement porté à tous égards.
Elle a renoncé à sa vie pour lui à travers des tournées annulées, des séjours à l'hôpital ou des moments où il pleurait sur des souvenirs de paroles oubliées. Elle était là pour lui tenir la main et lui murmurer des mots d'encouragement, combattre les médecins, la presse et les luttes pour maintenir son esprit vie à sa manière. Ils n'étaient pas des âmes sœurs. Des âmes sœurs au sens commun du terme. C'étaient des guerriers, blessés et vivants. Leur amour n'a pas flotté, il a brûlé. Eh bien, c'est ce qui durera. Il me mettrait colère 5 secondes, a dit Sharon un jour, mais je le choisirai toujours, même quand il ne pouvait pas se choisir lui-même. Mais derrière des portes closes, leur dernière décennie a gardé des secrets. Sharon est seulement maintenant prête à les révéler. Les derniers adieux n'ont pas eu lieu sur scène. Les dernières années d'Ozzy Osbourne ne se sont pas déroulées dans le luxe ou le silence. Elles se sont déroulées guère, non pas sur scène, mais dans son propre corps. Le monde a vu une légende du rock s'éteindre lentement, mais derrière des portes closes. Sharon a regardé l'amour de sa vie se battre dans une bataille qu'aucune foule ne pouvait acclamer. Parkinson, opération de la colonne vertébrale, lésions nerveuses. Chaque diagnostic était une nouvelle cicatrice sur un homme déjà marqué par le chaos. Et pourtant, même lorsque son corps le trahissait, l'âme d'Ozzy continuait de crier pour vivre, pour donner, pour finir à ses propres conditions. La première fois que Sharon a entendu le diagnostic de Parkinson prononcé à voix haute, elle n'a pas pleuré. Pas parce qu'elle n'était pas dévastée, mais parce qu'Ozzy la regardait. Il avait besoin de voir de la force, admettrait-elle plus tard. Alors, je lui ai donné la mienne. C'était toujours son instinct de s'armer pour qu'il n'ait pas à le faire. La maladie rongeait sa mobilité depuis 2003, mais ce n'est que 2020 que le monde l'a su, et même alors, ils n'ont pas vu toute l'étendue de ce qu'il endurait. Chaque mouvement était douloureux, chaque respiration était un effort. À travers tout cela, Sharon est devenue plus qu'une simple soignante. Elle était sa bouée de sauvetage. Coulisse, il s'effondrait et elle était celle qui le relevait. Quand il ne pouvait pas marcher sans aide, elle le soutenait. Ce n'était pas seulement la dimension physique. Certes, il avait des problèmes émotionnels. Certains jours, se souvenait-elle, il me regardait et disait « Je ne sais plus qui je suis ». Le même homme chuchotait maintenant de peur de ne pas être oublié, le même homme qui rugissait autrefois dans les arènes. Mais Sharon ne l'a pas laissé retomber dans cette peur. Au lieu de cela, elle lui a donné un but. Ils ont assumé ensemble les responsabilités du patient numéro 9, le disque qu'il allait finaliser comme sa lettre d'amour à la musique. Bon sang, il l'enregistrait. Ozzy ne pouvait pas rester debout longtemps. Sa voix se brisait. Il pleurait entre les prises. Mais Sharon restait présente à chaque séance. Parfois hors de vue, parfois lui tenant la main pendant qu'il se battait pour reprendre son souffle. Il avait besoin de le terminer, dit-elle, parce que s'il ne le faisait pas, il aurait l'impression de disparaître. Les séances étaient très intimes. Certains producteurs ont dit qu'Azier se mettait réellement à pleurer au milieu de la chanson. D'autres l'ont décrit agrippant le microphone comme s'il était le seul lien qu'il avait avec le monde. Et quant à Sharon, elle ne lui a jamais dit d'arrêter. Pas quand c'est devenu difficile. Pas quand c'est devenu humiliant parce qu'elle savait mieux que quiconque ce que cette musique signifiait pour lui. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était un exorcisme. Et même lorsque les paroles étaient des adieux, elles étaient aussi un défi, un refus de s'aller tranquillement. Puis il y a eu le 5 juillet 2025, sa dernière apparition publique. Ozzy est monté sur cette scène à Birmingham, non pas pour se produire, mais pour dire au revoir. Il se tenait là, tremblant les yeux humides, absorbant tout. La foule, les lumières, l'amour. Il ne pouvait pas chanter, mais il n'avait pas besoin. Sa présence disait tout. Ce moment lui a donné la paix. Sharon dira plus tard, il avait besoin de les voir une dernière fois, de les sentir avant de ne plus pouvoir. Après ce spectacle, il est rentré chez lui changé. Sharon l'a vu immédiatement. Le tumulte qui l'avait hanté semblait s'apaiser. « J'ai fait ce que j'avais à faire », a-t-il dit à leur fils, Jack. C'était la première fois depuis des années que Sharon le voyait dormir sans douleur sur son visage. Il n'était pas guéri, mais il était apaisé. Mais même après cette dernière vague, il y a eu des moments privés qui, selon Sharon, l'ont brisé et ont remodelé sa mission pour toujours. Ce que le silence de Sharon signifiait réellement.
Lorsque la nouvelle de la mort d'Ozzy Osbourne a frappé le monde comme un coup de tonnerre, les fans s'attendaient à ce que Sharon prenne la parole immédiatement pour mener la matinée avec l'une de ses déclarations crues et intrépides. Mais au lieu de cela, la femme qui avait toujours été à l'avant-garde de la vie d'Ozzy s'est tue. Pas d'interview télévisée, pas de conférence de presse, pas de longs messages poétiques, juste une seule photo noir et blanc d'Ozzy. Sa tête baissée dans ce qui ressemblait à une prière avec une légende qui disait simplement « Il vous a tout donné, même quand ça faisait mal, surtout quand ça faisait mal. » Et puis plus rien. Pour le monde extérieur, c'était déroutant. Pour les initiés, c'était révélateur. Le silence de Sharon n'était pas un retrait, ce n'était pas de l'évitement. C'était un espace sacré. C'était le calme avant la tempête d'une femme qui traitait la fin non pas seulement d'un mariage, mais d'une guerre qu'elle avait menée aux côtés d'Ozzy pendant plus de 40 ans. Ce n'était pas seulement la mort d'un homme, c'était la fin d'une ère. Et Sharon savait que les mots, particuliers les mots publics, ne seraient jamais suffisants. Des sources qui avaient un accès étroit à la famille ont révélé des mois que Sharon avait passés dans la bibliothèque à pleurer l'absence de la compagnie dans cette première semaine après la mort d'Ozzy. La plupart du temps, elle tripoterait une image encadrée de 1969, qui était l'année où elle et Ozzy se sont rencontrés pour la première fois. Elle ne s'effondrait pas devant les membres du personnel. Elle n'appelait pas les attachés de presse, elle veillait. Des amis venus la voir ont dit « Posez mais videz ». Elle hochait la tête, les remerciait d'être venus, puis se laissait aller à lire les piles de lettres de fans qui se trouvaient enlevées sur sa table basse. Parfois, elle pleurait, mais jamais devant des étrangers. Ce n'était pas un nouvel endroit pour Sharon. Elle avait parcouru de très nombreux kilomètres derrière aussi, alors qu'il avait des doses trop fortes et qu'il passait à travers des divisions cellulaires et des épopées de problèmes de santé jusqu'à ce qu'elle soit maintenant confrontée à quelque chose qui ne pouvait certainement pas être surmonté à nouveau. Pas un autre retour, pas de prochain album à planifier, pas même le dernier spectacle à programmer. C'était la seule bataille qu'elle ne menait, la bataille qu'elle ne pouvait pas mener pour lui. Alors elle a fait ce qu'elle faisait toujours lorsque la réalité devenait insupportable. Elle est entrée à l'intérieur, non pas pour se cacher, mais pour se souvenir. Et tandis que le monde allumait des bougies, diffusait Black Sabbath depuis les toits, Sharon construisait tranquillement quelque chose coulisses. Elle n'est pas au repos et sculpte un but privé. Elle a un plan pour des concerts d'hommage à Wembley, rédige des pages de ses futures mémoires, organise la formation de la fondation Ozzy Osbourne Legacy. Chaque action, chaque décision a été prise non pas tant que veuve deuil, mais tant que gardienne d'un héritage. Elle a dit à un ami proche « Je ne veux pas pleurer à la télévision. Ce n'est pas ce qu'il était. Il détestait la pitié. Ce qu'il aimait, c'était le bruit brut, fort, impénitent. Ainsi, elle a choisi de l'honorer non pas à cause du deuil, mais par l'action. C'est le genre de femme dont Ozzy est tombé amoureux, une opératrice, une protectrice, une femme qui agit quand les autres font du bruit. Cependant, la décision de se taire a vraiment eu un lourd tribut émotionnel. Bien qu'elle se soit perdue dans les hommages et les mémoriaux sur les médias sociaux et sur les cycles d'information qui tournent toutes les 24 heures, le refus de Sharon de s'exprimer était comme un fort silencieux. Cela rappelait aux gens que le deuil n'est pas toujours un événement aussi bruyant. Il y a des moments où il peut être privé. Parfois, fait, il peut être une rébellion sacrée contre le spectacle. Et de ce silence a émergé quelque chose de puissant. Le début d'une fondation destinée à changer des vies comme la voix d'Ozzy l'a fait autrefois. Ce que Sharon construit maintenant. Alors qu'une grande partie du monde voyait le calme de Sharon Osbourne comme un deuil, ce qu'il ne voyait, du moins pas tout de suite, c'était la machine extraordinaire qui tournait déjà sous son chagrin. Parce que quand Ozzy a fait sa révérence finale, Sharon n'a pas seulement perdu l'amour de sa vie, elle a hérité de son héritage et elle savait exactement quoi faire. Il y a une raison pour laquelle Ozzy Osbourne a survécu non seulement au chaos de ses propres dépendances, scandales et effondrements proches de la mort, mais aussi au rythme implacable de l'industrie du divertissement. Cette raison, Sharon, elle n'était jamais seulement la femme qui se tenait à côté de lui. Elle était l'architecte de son deuxième acte,
l'abri à l'épreuve des tempêtes derrière chaque résurrection. Et maintenant, à la suite de sa mort, elle passe de manager à missionnaire, s'assurant que l'histoire d'Asie ne se termine pas par le silence, mais continue avec un impact. D'abord est venue l'annonce du concert d'hommage à Wembley. Mais ce ne sera pas une émission de prix raffinée avec des discours rigides et des performances mixées studio. Selon Sharon, ce sera bruyant, brut et débraillé, tout comme lui. Elle prévoit de contacter personnellement tous les artistes inspirés par Asie, des puissances du métal comme Metallica et Slayer, aux groupes plus jeunes, plus jeunes comme Ghost et Bring Me the Horizon. Ce n'est pas un mémorial, c'est son point de vue, c'est un jour de rébellion. Chaque cri, chaque solo, criant au monde ce qu'Asie représentait, que la rupture n'est pas la fin, c'est le début. Le concert d'hommage n'est qu'une étincelle qui a allumé le feu. Le feu est la Faucini et la fondation Ozzy Osbourne Legacy, le projet que Sharon a commencé à rédiger bien avant même la mort d'Azier, mais surtout pendant les périodes où il se reposait semi-conscience à l'hôpital. Un soir, alors qu'il endurait l'un de ses moments les plus douloureux, elle est allée le voir et lui a murmuré cette idée. Il a juste hoché la tête et marmonné « Seulement si ça aide quelqu'un comme moi. » C'est tout. Et Sharon ne considère pas cela comme de la charité. Elle considère cela comme une guerre. La Fondation se lance avec 3 missions principales. La sensibilisation à la santé mentale, particulier auprès des hommes et des musiciens qui sentent qu'ils n'ont nulle part où s'ouvrir et se défouler. Des programmes de rétablissement de la dépendance qui sont basés sur la vérité plutôt que sur la honte. L'éducation musicale pour les jeunes défavorisés. Donner aux enfants qui se sentent invisibles la même bouée de sauvetage qu'Asie a trouvée autrefois dans un microphone. Chaque pilier raconte l'histoire d'un enfer personnel qu'Asie a traversé et dont il est sorti vivant. Sharon souhaite que son héritage aide d'autres personnes qui languissent encore dans cette obscurité. Elle travaille avec des organisations internationales pour mettre place un certain nombre de programmes de subvention, de bourses de réadaptation et de studios à faible revenu. Asie a donné sa douleur au monde. Maintenant, Sharon veut faire don de la guérison. Mais peut-être que les mémoires sont son acte d'héritage le plus intime. Celui-ci, dit-elle, couvre les 10 dernières années, les années que personne n'a jamais vues, les effondrements coulisses, les douces excuses, les derniers baisers dans les hôpitaux. Sharon tient un journal depuis de nombreuses années, chroniquant tout, des notes sur les médicaments aux paroles de chansons griffonnées sur des serviettes de table. Elle l'appelle « The Quiet Roar », disant que le titre capture l'homme qu'Asie est devenu lorsque les projecteurs se sont éteints. Un documentaire est cours de réalisation parallèle des mémoires. Il est organisé par Sharon à partir des archives privées de la famille. Les fans verront Asie comme ils ne l'ont jamais vue, dansant lentement avec Sharon dans leur cuisine, s'endormant avec sa tête sur l'épaule de Kelly, se réveillant d'une opération chirurgicale et faisant immédiatement une blague. Ce ne sera pas aseptisé, ce ne sera pas mythifié, ce sera réel. La façon dont Sharon montre que la plus grande performance d'Asie n'était pas sur scène, c'était survivre chaque jour dehors de celle-ci. Pourtant, malgré toute cette structure et cette stratégie, le travail de Sharon est plein d'émotions brutes. Il ne s'agit pas de branding. Voici comment, comme elle l'aurait dit à un ami, elle aborde la question. Il s'agit de vérité. Asie ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un dieu. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un combattant. Et c'est mon travail de raconter cette histoire. Elle prend chaque email envoyé, chaque réunion assistée, chaque détail sur lequel elle s'obsède, vertu de cette promesse de le maintenir, vit de la manière la plus honnête possible. Mais honorer l'héritage d'Asie ne concerne pas seulement l'avenir. Sharon réécrit également le passé de la manière la plus crue et personnelle imaginable. Les mémoires qui brisèrent. Les mémoires qui briseront les cœurs. Il n'est pas encore intitulé, mais déjà les mémoires à venir de Sharon Osbourne font l'objet de chuchotements dans les cercles de l'édition comme quelque chose qui ne fera pas que faire les gros titres. Il brisera les cœurs. Ce ne sont pas les révélations habituelles des célébrités. Il n'y a pas de bombe de potins coulisses, pas de querelles réchauffées, pas de chronologie clinquante. Ce que Sharon écrit est quelque chose de bien plus obsédant. L'histoire brute et intime de l'amour d'Ozzy Osbourne dans sa dernière décennie.
Et c'est ce qui le rend si dévastateur. Contrairement à ses précédents livres, qui traitaient de sa carrière, des drames familiaux et de son ascension, tant que l'une des femmes les plus puissantes du monde du divertissement, ses mémoires portent sur ce que le monde n'a jamais vu. Pas Azier, le dieu du rock. Pas Azier, l'icône de la télévision. Mais Azier, l'homme qui luttait pour s'accrocher à son esprit, à sa musique et, fin de compte, à sa dignité. Sharon tient des journaux depuis des années, documentant de manière obsessionnelle les changements de médicaments, les rendez-vous chez le médecin, les conversations chuchotées à 3 heures du matin, même les blagues qu'il faisait lorsque son corps se brisait, mais son humour est censé rester intact. Des initiés disent que les mémoires de vie, eux, s'ouvrent couvre sur un moment poignant qui lui arrache encore les larmes. Asie, allongée dans son lit 2021, l'a regardé et a dit « Je ne veux pas être une statue, je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un homme ». Cette phrase est devenue sa mission. Ce moment, ordinaire, calme, mais complètement bouleversant, donne le ton d'un livre qui ne parle pas de la célébrité, mais du fait d'affronter la mort les yeux grands ouverts. Et pourtant, il y a des pages sur le rire, l'amour, la douleur et même le regret. On dit que Sharon y inclut certaines de ses anecdotes les plus privées que ses enfants n'ont jamais entendues auparavant. Comme lorsque Asie insistait pour danser avec elle dans la cuisine avec un tube de perfusion intraveineuse fixé à son bras, la faisant rire après une nuit terrible. Ou comment il chuchotait son nom dans son sommeil encore et encore, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il lâchait prise, même pour un instant. Une source interne dit que ça commence comme ça, et ça finit larmes. Je ne veux pas être une statue, je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un homme. Cette phrase est devenue sa mission. Ce moment ordinaire, calme, mais absolument dévastateur, donne le ton d'un livre qui ne parle pas de la célébrité, mais du fait d'affronter la mort les yeux grands ouverts. Il contient des chapitres sur le rire, l'amour, la douleur et même le regret. On dit que Sharon y inclut certaines de ses histoires les plus intimes, dont certaines que même ses enfants n'ont jamais entendues. Comme lorsque Asie insistait pour danser avec elle dans la cuisine, tout ayant le tube de perfusion intraveineuse fixé à ses bras pour lui faire sourire après une mauvaise nuit, ou comment il n'arrêtait pas de chuchoter son nom dans son sommeil pour donner l'impression qu'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il lâchait prise, même juste pour un instant. Sérieusement, certains des chapitres les plus débattus racontent une certaine période de des derniers préparatifs pour une tournée où le gars n'était physiquement pas capable de se tenir debout. Et il y avait Sharon qui le suppliait de ne pas le faire. Il l'a regardé et a dit « S'il crie encore, j'ai encore une raison ». Ce soir-là, il s'est produit tremblant, épuisé, mais sous ses lumières vives, scintillantes. Elle se tenait sur le côté de la scène, pleurant silencieusement. Les mémoires cherchent à confronter ces démons, non pas pour le faire honte, mais pour l'humaniser. Elle raconte ouvertement l'époque où il a essayé de l'étrangler pendant une panne due à une substance. Cette histoire est connue du monde entier grâce à des interviews et des documentaires. Ce qu'ils ne savent pas au Kijamba, c'est ce qui s'est passé ensuite. Comment Asie a pleuré pendant des jours de honte, comment il a plaidé pour être enfermé, comment cure de désintoxication, il a passé des mois à ne blâmer que lui-même. Ce récit ne pardonne pas les actions d'Asie, mais est profondément humain. Et bientôt, le monde entier verra tout, non seulement par écrit, mais à travers des images jamais destinées au public. Un documentaire de l'ombre. La plupart des gens ne connaissaient Ozzy Osbourne que sous les projecteurs, hurlant dans des microphones, trébuchant à travers la célébrité ou riant à travers les Osbourne. Mais ce qu'ils n'ont jamais vu, la version d'Asie derrière des portes closes, est sur le point d'être révélée dans un documentaire qui promet de briser tous les mythes et de laisser les téléspectateurs anéantis de la meilleure et de la plus belle des manières. Il ne s'agit pas d'Asie la légende. Sharon aurait dit lors d'une des premières réunions de planification, il s'agit d'Asie, l'homme que personne n'a jamais vraiment rencontré. Et avec cela, elle a ouvert les archives privées de la famille, ce que peu de gens pensent qu'elle ferait un jour. Ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas organisé pour le drame. C'est brut, honnête, parfois hilarant, parfois déchirant, mais toujours réel.
Le film, qui n'a pas encore été intitulé, est actuellement phase de post-production. Pour cette entreprise, Sharon a réuni une équipe et des acteurs triés sur le volet. Pour ces personnes, il n'est pas seulement un cinéaste et un conteur. Sharon fait confiance à ces personnes pour raconter la vérité d'Asie avec respect et non comme un spectacle. Le matériel utilisé pour le projet est ce qui le rend spécial. Ce ne sont pas des images télévisées de seconde main ou des interviews nettoyées. Ce sont des centaines d'heures à pire de vidéos personnelles, de messages vocaux, de moments coulisses jamais vus auparavant. Et ces moments intimes capturés dans les chambres d'hôpital, pendant les longs trajets et dans les lits d'hôtel, lorsqu'Asie déversait ses pensées dans un magnétophone juste pour canaliser son esprit. Un des extraits que les initiés ont déjà décrit, se déroule dans leur cuisine. Asie, pyjama de flanelle, fait frire des œufs, tout marmonnant les paroles d'une chanson qu'il n'a jamais terminée. Sharon entre ricanant devant le désordre de ses cheveux. Et il répond avec une interprétation complètement fausse de Mama, I'm coming home. Ils rient tous les deux. Ils s'embrassent. Il n'y a pas de maquillage, pas d'éclairage, pas de caméra, juste de l'amour. C'est le ton de tout le film. Une autre partie du film a apparemment laissé les monteurs larmes. Il met vedette Asie lors de ses dernières séances d'enregistrement pour le patient numéro 9. Il est assis à une cabine de micro avec un bras agrippant le pied de micro comme si c'était la seule chose qui le maintenait à la verticale. Sa voix se brise, il pleure, puis regarde le producteur et dit « Relance A ». C'est qui Asie dans ce documentaire. Pas indestructible, mais certainement imperméable terme d'être humain. Mais ce que les sources disent être le plus puissant, ce sont les moments calmes filmés par Sharon et les enfants pendant la dernière année de sa vie. Des moments intimes partagés non pas pour la consommation publique, mais maintenant dans le chagrin et le but de révéler au monde qui était vraiment Asie. Un extrait le montre, dit-on, tenant sa petite fille tout regardant de vieilles images de concerts de lui-même. « C'est moi, chuchote-t-il. Pouvez-vous croire que j'étais si bruyant ?» Le documentaire présente également des interviews très personnelles, non seulement avec des stars du rock et des initiés de l'industrie, mais aussi avec les personnes qu'Asie tenait le plus à cœur, ses enfants, ses amis des années passées et, bien sûr, Sharon. Mais ce ne sont pas nécessairement des choses flatteuses. Ces témoins parlent de la douleur, du chaos, des quasi-divorces, des overdoses et des matins calmes où Asie n'était pas un dieu du rock. Juste un gars qui essaye de rester vie un jour de plus. Mais avant que les mémoires ou le documentaire ne sortent, oh ouais mais... Le monde dira au revoir de la manière la plus forte possible, sur la même scène qu'Asie a mise feu autrefois. Le concert de Wembley qui résonnera à jamais. Ce ne sera pas qu'un concert. Ce sera un tremblement de terre de souvenirs. Un adieu tonitruant qui unit des générations de musiciens et de marginaux. Sharon Osbourne l'a confirmé. L'hommage de Wembley à Asie n'est pas seulement mouvement. C'est monumental. C'est personnel. Ce sont des tambours de guerre et des éloges funèbres. Et pour beaucoup, ce sera peut-être la nuit la plus émouvante de l'histoire du rock. La date n'a pas encore été annoncée publiquement, mais des initiés disent que Sharon a personnellement obtenu le stade de Wembley pour ce qu'elle appelle le dernier rugissement d'Asie. Ce ne sera pas un événement aseptisé de style remise de prix. Ce sera brut, indompté et impénitent, tout comme l'homme qui l'honore. Ce qui distingue ce spectacle de tous les autres, ah bon oui, Amox. La programmation est ce qui le rend finalement unique. Sharon ne convoque pas seulement des têtes d'affiche, mais fait venir une armée. Des artistes légendaires comme Metallica, Judas Priest, Iron Maiden et Guns N' Roses ont tous été impliqués ou ont au moins exprimé leur intérêt. Mais ouvrant son autre registre, elle l'élargit davantage à la génération suivante. Des groupes tels que Ghost, Bring Me the Horizon et Slipknot. Des groupes qui ne se contentent pas de citer Asie comme une influence, mais lui attribuent le mérite d'avoir sauvé leur carrière, leur santé mentale ou les deux. Plus que la performance, cependant, le concept est ritualiste. Chaque artiste prendra une chanson du canon d'Asie, que ce soit de son époque dans Black Sabbath
ou solo, et la réinterprétera lui-même. Un producteur qui a travaillé étroite collaboration avec le projet l'a décrit comme une communion à travers les époques. C'est plus qu'une simple traduction de la musique. Il s'agit de canaliser l'ADN émotionnel d'Asie à travers les voix d'aujourd'hui. War Pigs, Bark at the Moon, No More Tears et Dreamer ne sont que quelques exemples que les fans peuvent s'attendre à voir réimaginés. Des chansons qui ont défini non seulement la musique, mais des mouvements entiers. Et Sharon, semble-t-il, ne s'arrêtera pas à la musique. Le concert comprendra des interludes d'une présentation d'images, des extraits du prochain documentaire, des images inédites. Un de ces extraits ramène le public à certaines années de cris au début des années 80 où, au milieu d'une performance, Aziz saignant de la bouche refuse de s'arrêter. « Ils sont toujours avec moi », marmonne-t-il coulisses. Ce genre de feu brûlera à travers les écrans à Wembley. Pendant ce temps, des lettres de fans du monde entier, lues par des invités surprises, figureront entre les actes. Certains musiciens, certains acteurs, certains fans ordinaires, dont les histoires ont brisé le cœur de Sharon. Ce sont ceux qui ont non seulement entendu Aziz, mais ont certainement vécu grâce à lui. Une adolescente survivante du cancer du Brésil aurait pris l'avion pour lire une lettre sur la façon dont Mama, I'm coming home lui a donné le courage d'affronter sa chimio. Un autre segment peut probablement inclure des vidéos soumises et par les fans diffusées sur les écrans géants du stade des témoignages de ce que la musique d'Aziz a signifié dans leurs heures les plus sombres. Et oui, Sharon prendra effectivement la parole. Ce sera probablement une brève, peut-être avec quelques larmes. Mais des initiés disent qu'elle lira un extrait de ses mémoires à venir, un passage qu'Aziz a adoré, alors qu'elle expliquait comment sa voix était comme une bouée de sauvetage dans l'obscurité. Pas de fioritures, juste Sharon, un micro et 90 000 fans retenant leur souffle. Un moment lourd d'amour et d'héritage. Et pour une fois, même la foule la plus bruyante se taira, parce que quand elle parlera, ce ne seront pas seulement des mots, ce seront des adieux. L'héritage d'Ozzy Osbourne est plus fort que jamais, mais maintenant nous voulons vous entendre. Quelle est la chanson d'Ozzy qui vous a aidé à traverser vos moments les plus sombres et qui c'est? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'eux. Si cette vidéo vous a ému, donnez-lui un coup de pouce. Abonnez-vous pour plus de plongées profondes comme celle-ci et ne manquez pas les 2 vidéos sur votre écran maintenant pour plus d'histoires inoubliables derrière les légendes.